Donc, pas beaucoup d'espoir de la part de la France à attendre, pour régler ce problème imminent. Pas beaucoup non plus de la part de l'Allemagne, quand Angela Merkel. Non, l'Allemagne, aucun. J'ai parlé de sous-marin à Israël récemment. Pas non plus de la part de Romano Prodi. Non, vous avez la bonne surprise de Massimo D'Alema. Il a aussi imprimé sa touche personnelle et a infléchi la politique italienne de façon positive, à mon avis. Pas non plus de la part de l'équipe de M. Blair. C'est une caricature. Mais en fait, en Europe, nous avons l'impression d'assister à des gouvernements quasiment illégitimes parce qu'ils sont désavoués à plus de 80% par l'opinion publique. C'est trop de paradoxes. Enfin, je ne sais pas, moi, ce que je vois sur la France, c'est une époque de popularité de M. Chirac, ceux qui sont remontés. M. Chirac est à 40%, ça fait quand même beaucoup. Non, mais je crois qu'il y a des opinions publiques en Europe, je ne dirais pas qu'ils sont versatiles, mais si vous voulez, à partir du moment où l'enjeu ne leur paraît pas majeur, comme ça a été le cas pour l'invasion de l'Irak, où il y a eu des millions d'Européens qui sont descendus dans la rue, dans la mesure où aussi les affaires intérieures européennes sont très accaparantes, en plus des affaires de chaque pays européen. On l'a bien vu en Angleterre, malgré une opposition très forte à M. Blair, il a quand même été réélu il y a 1 an et quelques. Donc, malgré que M. Bush aussi avait fait l'important en Irak, il a été réélu. Bon, ça, c'est le problème, c'est le fonctionnement des démocraties. Et dans l'histoire des démocraties, la politique étrangère des grands pays européens et des États-Unis n'a jamais été vraiment sanctionnée par les représentants politiques, par le Parlement. C'est très rare. Le Vietnam était un moment de l'histoire intérieure américaine qui correspondait aussi à un moment de l'histoire mondiale. Mais à part cela, on voit que des pays démocratiques continuent d'avoir à l'extérieur les comportements les plus antidémocratiques qui soient. Et évidemment se pose le problème, est-ce qu'une démocratie est vraiment complète si elle applique la démocratie dans l'ordre interne, mais pas du tout dans l'ordre international? C'est un problème de philosophie politique important, très peu débattu, que je m'efforce moi de soulever assez souvent. Alors évidemment, à commencer par l'État d'Israël, quelle est la valeur d'une démocratie qui opprime un autre peuple. Mais vous avez eu ça pendant, je ne sais pas, le temps des grands colonialistes français, ou la guerre du Vietnam, c'est un problème majeur qui est très très peu débattu, que ce soit par des intellectuels du tiers-monde ou que ce soit par des philosophes politiques occidentaux. J'ai une question, que pensez-vous du retour d'Alain Juppé en politique? Ce n'est pas grand-chose, moi je suis très loin de la scène politique intérieure française. Je pense qu'il serait préférable à M. Sarkozy. Ceci dit, là, moi j'avais lu le discours que Dominique Villepin avait fait au Caire en juin 2003, je crois que c'était absolument extraordinaire. Un discours qui faisait preuve d'une compréhension du monde arabe très très rare en Occident. Ouais, ensuite, il n'en a plus une trace dans la politique extérieure de la France, même avec M. Villepin devenu Premier ministre. Que pouvez-vous dire aujourd'hui à ces quelques intellectuels arabes qui continuent de penser que c'est le Hezbollah qui a commencé l'université? Malheureusement, ce n'est pas que quelques intellectuels arabes. Vous avez, je pourrais dire, une clientèle pour la doctrine de la démocratisation du Moyen-Orient, comme si cette démocratisation pouvait se faire dans un contexte où vous avez des agressions externes permanentes. Ça devient de plus en plus insupportable. Et, bon, moi je le dis très souvent, des régimes que je n'appelle pas totalitaires dans le monde arabe, c'est des régimes autoritaires, semi-autoritaires, elles ne sont pas tombés du ciel. Ce qui leur permet de
aujourd'hui, on sait qu'aussi il n'y a pas de dynamique culturelle de renaissance dans le monde arabe qui font que ces régimes ne pourraient plus survivre. Et le travail d'un intellectuel, c'est pas d'aller insulter toute la journée un chef d'État arabe ou un régime arabe, quel qu'il soit. Le travail d'un intellectuel, c'est de construire une autre culture. Le travail d'un intellectuel, c'est de faire advenir une nouvelle renaissance de la pensée arabe, de la culture arabe, de la philosophie arabe, de discuter intelligemment des vraies problématiques de la démocratisation et de la liberté dans le monde arabe, qui ne sont pas du tout les problématiques telles que les exposent les intellectuels d'influence en Occident, et qui enchaînent dans leur filet les intellectuels arabes qui veulent réussir en Occident. Vous avez ici un espèce de cercle vicieux. Toutes les problématiques sont extrêmement mal posées à partir de l'Occident, notamment celles sur la place du religieux, notamment celles sur la liberté, notamment celles sur le totalitarisme, un mot qu'on emploie à tout bout de champ, comme si le monde arabe n'avait que des Staline et des Hitler à sa tête. Quel que soit mon peu de considération pour les régimes arabes, encore une fois, sachons bien utiliser la sémantique et les vocabulaires. Ce ne sont pas des régimes staliniens ou nazis, ce sont des régimes autoritaires ou semi-autoritaires, avec certains régimes plus durs que d'autres, quand ils ont comme idéologie officielle d'État la religion elle-même, ce qui est le cas de certains États que je nommerai pas ici. Voilà, mais ces contorsions de certains intellectuels arabes qui sont très contents de chanter une chanson qu'on aime entendre en Occident et qui fait qu'ils peuvent faire des succès de librairie, je ne la trouve pas particulièrement sympathique. Maintenant, chacun choisit son camp aussi. L'avenir départagera la pertinence des différentes opinions.